Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à ces cours d'immunologie cellulaire et moléculaire. Donc toujours avec le premier chapitre, généralité sur les réponses immunitaires, et ce deuxième cours qui sera consacré pour les organes lymphoïdes. Comme nous l'avons déjà vu la fois passée, le système immunitaire est constitué d'un ensemble d'organes, de cellules et de molécules. Ces différents composants de ce système immunitaire sont en perpétuelle interaction et cela dans le but d'assurer une réponse immunitaire efficace et performante. Et les organes lymphoïdes en fait occupent une place centrale dans ce système immunitaire. Les organes lymphoïdes se chargent en fait de trois fonctions principales au sein du système immunitaire: la génération, la maturation et l'activation des cellules immunitaires. La génération qui veut dire la production des précurseurs de toutes les cellules immunitaires, et ce à partir d'une cellule souche hématopoïétique et à partir des progéniteurs qui se développent au cours de la différenciation des cellules immunitaires. La maturation qui aboutit au développement des immunocompétents naïfs. Ça veut dire des cellules immunitaires capables de développer une réponse immunitaire, des cellules qui ont tous les outils, tout l'arsenal nécessaire pour développer une réponse immunitaire contre un non-soi ou bien un antigène, mais qui sont naïfs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore activés. Et ces cellules sont les LB naïfs, les LTCD4 et les LTCD8. Et l'activation, c'est le développement des effecteurs finaux de la réponse immunitaire. Ça veut dire les cellules effectrices proprement dites du système immunitaire, qui sont les plasmocytes, les LTH et les LTC. Les LTH, les LT auxiliaires ou bien les LT helpers, et les LT qui se chargent de la réponse cytotoxique, les LT cytotoxiques, et ainsi que les cellules mémoire. Ces trois fonctions sont assurées par différents organes. Les organes qui se chargent de la génération et de la maturation des cellules immunitaires sont appelés les organes lymphoïdes primaires ou bien centraux. Ces organes sont chargés de produire les cellules et les précurseurs des cellules immunitaires et de la maturation primaire, la première partie de la maturation de ces cellules qui va aboutir à des cellules immunocompétentes. Ces organes vont produire donc des cellules naïves qui vont migrer vers les cellules ou bien vers les organes lymphoïdes secondaires ou bien périphériques qui vont se charger de l'activation de ces cellules naïves. Ces organes lymphoïdes primaires sont représentés par la moelle osseuse et le thymus, alors que les organes lymphoïdes secondaires sont représentés par les ganglions lymphatiques, la rate et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Comme vous pouvez le voir sur cette figure, ces organes lymphoïdes sont répartis d'une façon stratégique, comme nous allons le voir tout à l'heure, sur tout l'organisme ou bien dans tout l'organisme, pour assurer le contrôle de pas mal de territoires dans cet organisme. Et pour détailler plus, on va commencer par les organes lymphoïdes primaires. Donc, les organes lymphoïdes primaires ou bien centraux jouent un rôle très important dans la génération et la production des précurseurs ou bien des progéniteurs de cellules immunitaires ou la maturation et différenciation des précurseurs en cellules immunocompétentes. Donc, on comprend que le rôle principal des organes lymphoïdes primaires, c'est d'assurer la génération et la production des cellules immunitaires, ainsi que leur maturation.
La deuxième fonction principale, ou bien la troisième fonction principale du système de ces organes lymphoïdes primaires, c'est d'assurer l'éducation immunitaire des cellules du système immunitaire. On a vu déjà ce point dans le cours de l'introduction aux réponses immunitaires. Et cette éducation consiste à développer la tolérance du soi et de développer les moyens de reconnaissance et de destruction du non-soi. Ces organes présentent certaines caractéristiques importantes. Premièrement, ce sont des organes qui apparaissent précocement au cours du développement. Ils apparaissent avant les organes lymphoïdes secondaires. La deuxième caractéristique principale, c'est que ces organes sont situés en dehors des voies d'entrée des antigènes. Donc, ces organes sont en quelque sorte protégés contre les antigènes ou bien contre la pénétration des antigènes. Et cette protection est en fait très importante pour assurer une bonne éducation immunitaire des cellules qui passent une première maturation, la maturation dite antigène indépendante, donc sans voir aucun antigène exogène ou bien aucun antigène du non-soi. Donc, les cellules vont être éduquées en dehors de toute influence des antigènes du non-soi ou bien des antigènes exogènes. Et comme nous l'avons déjà dit, ces organes constituent les lieux d'acquisition des molécules de reconnaissance et d'activation. C'est ce qu'on appelle la création des répertoires des lymphocytes, les répertoires des LT et les répertoires des LB. Donc, au cours de leur développement dans ces organes lymphoïdes primaires, les cellules immunitaires, les LB et les LT, vont acquérir un ensemble de molécules de reconnaissance et d'activation qui vont leur permettre d'assurer leur fonction immunitaire. Le premier organe lymphoïde central, c'est la moelle osseuse. Et c'est l'organe lymphoïde primaire le plus important. La moelle osseuse a pour rôle de générer toutes les cellules sanguines. Donc, non seulement de générer les cellules immunitaires, mais de générer toutes les cellules sanguines au cours d'un processus qui s'appelle l'hématopoïèse. Et à partir d'une cellule souche hématopoïétique qui va servir de précurseur pour toutes les cellules sanguines et les cellules immunitaires. La moelle osseuse, elle est le lieu de génération et de maturation des LB. Donc les cellules LB, qui sont les cellules effectrices de la réponse immunitaire humorale, sont générées et subissent leur maturation au niveau de la moelle osseuse. La moelle osseuse est le lieu de génération aussi des LT. Donc, les LT sont générées au niveau de la moelle osseuse. Elles sont produites, leurs précurseurs en fait, sont produits au niveau de la moelle osseuse, mais ces cellules subissent leur maturation ailleurs, dans un autre organe qu'on va voir plus tard. Cette moelle osseuse est localisée, en fait, elle est représentée essentiellement par la moelle rouge hématopoïétique et qui est localisée chez l'enfant dans tous les os. Donc, tous les os d'un enfant sont capables d'assurer la fonction d'hématopoïèse et de générer et d'assurer la maturation des LB et d'assurer la génération seulement des LT. Chez l'adulte, cette fonction elle rétrécit un peu et elle va être assurée seulement par la moelle rouge de certains os chez l'adulte. Cette moelle rouge, elle est localisée chez l'adulte au niveau de la voûte du crâne, au niveau des épiphyses proximales des os longs, au niveau du sternum, des côtes, des vertèbres et des os cœliaques. Donc, chez l'enfant, tous les os sont capables d'assurer le processus d'hématopoïèse, alors que cette fonction, elle sera restreinte pour juste certains os chez l'adulte.
Donc, cette moelle rouge constitue le tissu hématopoïétique qui va occuper le centre des os. Donc, elle se loge dans la forme spongieuse des os pour constituer un tissu hématopoïétique. Au niveau histologique, ce tissu hématopoïétique est formé d'une trame de cellules qui est constituée par différents types de cellules et qui est parsemée par des sinus sanguines, pardon. Donc qui vont apporter le sang, qui vont apporter les éléments nécessaires pour le développement des cellules sanguines et qui va assurer le départ des cellules sanguines matures qui vont quitter, ou bien certains précurseurs qui vont quitter la moelle osseuse pour rejoindre soit la circulation centrale ou bien rejoindre d'autres organes. Donc, au niveau de la moelle rouge, on distingue deux types cellulaires majeurs. Les cellules souches hématopoïétiques, les CSH, qui sont des cellules dites pluripotentes. Ça veut dire des cellules qui ont la capacité de se différencier en plusieurs types cellulaires. Et ces cellules souches hématopoïétiques vont constituer les précurseurs de toutes les cellules sanguines, y compris les cellules immunitaires, les lymphocytes. À côté de ces cellules CSH, on trouve aussi les cellules réticulaires stromales, ou bien les cellules stromales, qui constituent un tissu de soutien pour la multiplication et la différenciation des CSH. Ces cellules réticulaires stromales jouent un rôle très important dans la maturation, dans la différenciation des précurseurs et la maturation des cellules sanguines, soit par un contact direct avec les cellules, soit par la production et la libération de certains facteurs de différenciation, comme on le voit sur cet exemple, la différenciation des cellules LB, qui, une fois différenciées, vont quitter la moelle rouge via les sinus sanguins pour rejoindre la circulation centrale ou bien les organes lymphoïdes secondaires. Le deuxième organe lymphoïde primaire, c'est le thymus. C'est un organe lymphoépithélial, c'est-à-dire constitué essentiellement de cellules lymphocytaires et des cellules épithéliales, et qui a pour fonction d'assurer la maturation des LT, où elles vont acquérir la tolérance du soi. Donc, comme nous l'avons vu au début, les LT sont générés au niveau de la moelle osseuse, alors que leur maturation elle se déroule au niveau de thymus. Le thymus est situé au niveau du médiastin, dans la cage thoracique, et il est constitué de deux lobes. Il est bilobé, donc constitué de deux lobes. Au niveau histologique, chaque lobe est constitué de lobules, des lobules incomplets, qui sont formés suite à l'extension de la capsule qui entoure les lobes thymiques, et qui s'étend à l'intérieur du thymus pour créer les lobules. Et on distingue aussi deux zones principales, une zone opaque, une zone dense et une zone claire. C'est le cortex et la zone médulaire. Donc, comme vous pouvez le constater plus clairement au niveau de cette image, de ce schéma, ça c'est un lobe, c'est une coupe au niveau d'un lobe thymique. Et on voit les extensions de la capsule qui va former un tissu conjonctif qui s'appelle le septum ou bien la trabécule, qui s'étend à l'intérieur de la structure du thymus pour créer des lobules incomplets. Au niveau de chaque lobule, on distingue deux zones.
une zone sombre, une zone dense qui est le cortex pardon, et une zone claire qui est la zone médulaire. Au niveau histophysiologique, on peut distinguer trois zones fonctionnelles dans chaque lobule thymique. De l'extérieur vers l'intérieur, on constate premièrement la zone corticale ou bien le cortex, qui a l'apparence microscopique très dense à cause de sa richesse en thymocytes et en cellules épithéliales étoilées. Les thymocytes, en fait, ce sont les précurseurs des LT qui arrivent de la moelle osseuse et qui prennent cette appellation tout au long de leur séjour au niveau du thymus. Les cellules épithéliales étoilées, ce sont des cellules qui ont des extensions cytoplasmiques où vont se loger les thymocytes. Ces cellules épithéliales étoilées jouent un rôle très important dans la maturation des LT et notamment dans la sélection positive des LT. Cette sélection, c'est une première étape de la maturation primaire des cellules LT et qui va permettre à ces cellules d'acquérir premièrement les molécules de reconnaissance des antigènes et deuxièmement d'apprendre la tolérance du soi. La deuxième zone, c'est la zone intermédiaire entre le cortex et la médula. C'est la jonction cortico-médulaire et qui constitue le lieu d'entrée des prothymocytes et de la sortie des LT matures naïfs. La troisième zone, c'est la zone médulaire. C'est la zone la plus interne et qui est une zone à l'apparence claire. Cette zone, elle est très riche en LT et en cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques jouent un rôle dans la deuxième sélection des LT, la deuxième partie de la maturation primaire des LT, et qui consiste à acquérir les molécules d'activation des LT. Et au niveau de cette zone médulaire, on constate aussi des structures en cellules épithéliales kératinisées qui vont constituer le corpuscule de Hassel ou bien le corps de Hassel. La deuxième catégorie d'organes lymphoïdes, ce sont les organes lymphoïdes secondaires. Ces organes lymphoïdes secondaires constituent un lieu de concentration et de stockage des lymphocytes T et B. Donc, les lymphocytes T et B, après leur maturation dans les organes lymphoïdes primaires, vont migrer vers les organes lymphoïdes secondaires où ils vont se loger jusqu'à leur activation. Ces organes constituent aussi les lieux de rencontre entre les lymphocytes et les antigènes. Cette rencontre va permettre l'activation et la différenciation finale des lymphocytes T. Donc, la différenciation finale en cellules effectrices va être déclenchée suite à l'activation par les antigènes. Et de ce fait, ces organes constituent des sites de la réponse immunitaire. Et comme les organes primaires, ces organes lymphoïdes secondaires présentent certaines caractéristiques importantes aussi. Premièrement, leur apparition elle est tardive. Ils apparaissent après les organes lymphoïdes primaires et leur apparition, leur développement dépend du développement des organes lymphoïdes primaires. Deuxièmement, ces organes lymphoïdes secondaires sont répartis dans tout l'organisme. Ceci va permettre à ces organes de contrôler de nombreux territoires dans l'organisme. Et la troisième caractéristique importante aussi, c'est que ces organes constituent des lieux de filtration des antigènes, que ce soit des antigènes sanguins ou bien des antigènes lymphatiques. Ça veut dire les antigènes apportés par la circulation lymphatique et qui viennent des tissus. Donc ce sont des antigènes tissulaires. Le premier organe lymphoïde secondaire qu'on va traiter, ce sont les ganglions lymphatiques,
qui sont des organes disséminés au niveau de l'organisme et qui constituent les lieux de la réponse immunitaire par excellence. Les ganglions lymphatiques, appelés aussi nœuds lymphatiques, sont des organes arrondis ou réniformes, ça veut dire qu'ils prennent la forme d'un rang et d'une taille de 5 à 20 mm, donc de 0,5 à 2 cm de diamètre, et qui sont caractérisés par une capsule externe parsemée par des vaisseaux lymphatiques afférents, ça veut dire qui ramènent la lymphe des tissus. Et cette capsule, pardon, cette capsule externe s'étend à l'intérieur pour former la travée trabéculaire ou bien la trabécule, et qui va délimiter des lobules incomplets également à l'égard des lobules qu'on a vu tout à l'heure avec le thymus. Leur structure est caractérisée aussi par un vaisseau lymphatique efférent qui va permettre de drainer la lymphe à l'extérieur du ganglion lymphatique. Donc, la lymphe va arriver au niveau des vaisseaux lymphatiques afférents, va traverser toute la structure du ganglion et elle va sortir par le vaisseau lymphatique efférent. Donc, ce passage de la lymphe à l'intérieur du ganglion lymphatique va permettre la filtration des antigènes qui sont apportés, des antigènes tissulaires qui sont apportés par la lymphe au niveau du ganglion lymphatique. Le lobule ganglionnaire, c'est l'unité fonctionnelle d'un ganglion lymphatique. Une coupe histologique au niveau d'un lobule ganglionnaire va permettre de distinguer trois zones fonctionnelles. La première zone, c'est la zone corticale. C'est une zone externe qui se trouve juste après la capsule et qui est caractérisée par la présence des formations lymphoïdes riches en LB, qui contient des cellules LB. C'est pourquoi cette zone elle est dite la zone LB. Ces formations lymphoïdes sont appelées les follicules et on distingue deux types, les follicules primaires et les follicules secondaires. Les follicules primaires, ce sont des follicules un peu sombres caractérisés par une prolifération accrue des LB, donc riches en LB matures naïfs qui n'ont jamais rencontré d'antigènes et qui arrivent de la moelle osseuse. Le deuxième type de follicules, ce sont les follicules secondaires. Et ce sont des follicules qui dérivent des follicules primaires suite à l'activation des LB par des cellules dendritiques folliculaires qui jouent un rôle très important dans l'activation des LB. Et cette activation des LB va permettre la formation d'un centre germinatif. Le centre germinatif, c'est une zone très claire à l'intérieur du follicule secondaire et qui est caractérisée par une spécialisation des LB. Ça veut dire des LB qui ont été activés par les FDC et qui sont en train de se spécialiser pour devenir soit des plasmocytes pour produire des anticorps ou bien des cellules mémoire. Donc, cette zone constitue le lieu d'activation des lymphocytes LB. La deuxième zone, c'est la zone intermédiaire et elle est appelée la zone paracorticale. C'est une zone LT ou bien c'est une zone T parce qu'elle est peuplée par les lymphocytes T et ces lymphocytes T sont activés par des cellules dendritiques interdigitées qui arrivent au niveau de cette zone et qui apportent des antigènes pour activer les cellules LT. Cette zone constitue également la zone d'entrée et de sortie des lymphocytes au niveau du ganglion lymphatique. Donc l'entrée se fait via le sang et au niveau de cette zone, on trouve des structures caractérisées, des vénules à endothélium ou qui permettent la régulation de l'entrée et de la sortie des lymphocytes
B et T. Cette zone constitue aussi la zone du premier contact entre les LT et les LB. On assiste ici à un début de la coopération LB-LT. La troisième zone, c'est la zone la plus interne, c'est la zone médulaire et qui est une zone mixte. Ça veut dire qui contient des LT matures fonctionnels et des LB activés. Cette zone contient aussi des cellules mémoire et c'est le lieu où on a une coopération accrue entre les LT et les LB. Et cette zone se termine, les zones médulaires de tous les lobules vont se regrouper au niveau de ce qu'on appelle le hile, qui va constituer le début du vaisseau efférent qui va permettre la sortie de la lymphe filtrée, qui a été filtrée par le ganglion lymphatique, qui va permettre la sortie aussi, qui va être chargée par des anticorps, des immunoglobulines synthétisées par les LB, et qui va être chargée aussi par des cellules LT et LB activées. Le deuxième organe lymphoïde secondaire important, c'est la rate. La rate, donc, c'est un organe lymphoïde secondaire qui est situé au niveau de l'hypocondre gauche dans l'abdomen. Et c'est le plus volumineux des organes lymphoïdes périphériques. Contrairement au ganglion lymphatique, la rate se situe sur les voies sanguines. Donc, elle est irriguée par les veines et les artères spléniques. Donc, contrairement au ganglion qui filtre le sang, qui joue le rôle de filtre pour la lymphe, la rate, par contre, joue le rôle de filtre pour le sang. Donc, elle joue un rôle très important dans la capture et la filtration des antigènes apportés par le sang. Au niveau de la structure, la rate, elle est également constituée enveloppée par une capsule qui s'étend à l'intérieur pour constituer la trabécule ou bien une travée. Et à l'intérieur, on distingue deux types de tissus. Une zone rouge constituée par des sinus vasculaires, des sinus de cellules riches en cellules sanguines des hématies par des cellules rouges, et qui est appelée la pulpe rouge, et une deuxième zone blanche qui est riche en cellules lymphatiques et qui constitue la pulpe blanche. Ces deux zones sont fonctionnellement différentes, donc elles remplissent deux fonctions complètement différentes. La pulpe rouge, comme je viens de le dire, est formée par des sinus et des cordons spléniques. Ces sinus et cordons spléniques sont riches en cellules sanguines rouges, en hématies, qui sont à terme de leur vie, donc qui sont en train de mourir. Cette zone, elle est riche aussi en macrophages qui jouent le rôle de cellules de nettoyage qui vont détruire ces hématies qui sont arrivées à terme de leur vie. Par contre, la pulpe blanche, elle joue un rôle important dans la réponse immunitaire. Donc, c'est la zone immunitaire de la rate. Elle est constituée, elle est riche en cellules LT et LB. Et ces cellules LT et LB sont disposées à des régions différentes. Les LT sont réparties autour des artérioles spléniques, donc qui forment une sorte d'anneau juste autour des artérioles spléniques, et pour former ce qu'on appelle les manchons périartériolaires. Donc, une coupe ici va montrer un anneau de cellules LT qui entoure l'artériole splénique. Donc, c'est la zone T qui forme un manchon périartériolaire, alors que les cellules B se disposent
autour de cette artériole, autour de ce manchon pour former des follicules lymphoïdes avec un centre germinatif. Donc, on assiste à une réaction immunitaire au niveau de ces centres germinatifs. Et on a aussi une zone marginale qui est formée par des cellules LB qui ne sont pas encore activées. Donc, cette disposition va permettre à ces cellules d'interagir avec les antigènes apportés par le sang et de constituer ainsi un filtre pour les antigènes sanguins. Le troisième type d'organes lymphoïdes secondaires, ce sont les maltes, qui sont des formations lymphoïdes associées aux muqueuses, ou bien les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. À la différence de la rate et des ganglions lymphatiques, qui sont des organes structurés et caractérisés, les maltes ne sont pas vraiment des organes, mais c'est juste des formations lymphoïdes qui sont associées aux muqueuses et qui sont disséminées partout dans le corps et sont situées essentiellement sur les voies de pénétration des antigènes, tels que les épithéliums et les muqueuses. On distingue par exemple les baltes, les galtes, les daltes. Les baltes sont les formations lymphoïdes associées aux branches et qui sont situées dans la muqueuse des voies respiratoires. Les galtes, ce sont les formations lymphoïdes qui sont associées à l'appareil digestif et qui comprennent deux structures importantes qui sont les amygdales, qui font partie de ce qu'on appelle l'anneau de Walder, et les plaques de Peyer qui se trouvent au niveau des intestins. Et les daltes qui sont des formations lymphoïdes associées au système glandulaire. Le rôle essentiel de ces maltes, de ces tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, c'est premièrement d'absorber et d'apprêter, ça veut dire de préparer et de transporter les antigènes exogènes alimentaires ou respiratoires. Ça veut dire les antigènes qui pénètrent dans le corps via l'appareil digestif ou bien via l'appareil respiratoire. Le deuxième rôle, c'est de protéger ces voies contre les invasions répétées de corps étrangers qui y pénètrent. Et au niveau de ces formations, on trouve généralement des amas de cellules lymphatiques, des cellules LT et LB, des follicules structurés en follicules primaires et secondaires. Et on y trouve aussi des cellules dendritiques qui participent à l'activation de ces cellules LT et LB. Ces différents organes lymphoïdes sont reliés entre eux par tout un réseau de vaisseaux lymphatiques qui constituent la circulation lymphatique et qui s'étend tout au long du corps humain. Et la caractéristique principale de cette circulation lymphatique, c'est qu'elle va dans un seul sens, à la différence de la circulation sanguine qui a deux sens, du cœur vers les organes et les tissus, et puis des tissus retour vers le cœur. Pour la circulation lymphatique, le sens de circulation de la lymphe est unique et ça va des tissus et des organes vers la circulation centrale, vers le cœur. Et cette circulation, elle va permettre de transporter la lymphe qui va traverser les différentes formations lymphoïdes, notamment les ganglions lymphatiques et les organes lymphoïdes, les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Et les vaisseaux qui constituent ce réseau de circulation lymphatique partent de l'espace interstitiel au niveau des tissus et apportent la lymphe qui est générée du liquide interstitiel et qui va monter vers le cœur
sous la pression de ce liquide interstitiel et qui sera chargé d'antigènes qui ont été absorbés et récupérés au niveau des tissus et des organes. Elle sera chargée aussi de cellules transformées, des cellules anormales. Elle sera aussi chargée des cellules lymphocytaires, les LT et les LB. Elle sera chargée aussi des anticorps produits par les lymphocytes B au niveau des ganglions. Et elle va passer à travers ces organes lymphoïdes secondaires, notamment les ganglions lymphatiques, pour être filtrés, comme nous l'avons déjà vu au niveau de la partie sur les ganglions lymphatiques. Et cette circulation lymphatique va permettre, à côté de la circulation sanguine, un phénomène très important qui est la recirculation lymphocytaire. En fait, ce processus de recirculation des lymphocytes a été décrit de façon détaillée pour les lymphocytes T. Il est particulièrement important pour ces cellules parce qu'elles ont besoin de migrer vers les sites d'agression pour localiser tout d'abord et détruire les pathogènes, les agents pathogènes. Par contre, pour les lymphocytes B, elles peuvent rester dans les organes lymphoïdes parce que ces lymphocytes B agissent via la production des anticorps. Ces anticorps peuvent diffuser via le sang pour atteindre leur cible qui sont les épitopes des antigènes ou bien les antigènes eux-mêmes. En résumé, après leur production et maturation dans les organes lymphoïdes primaires, les cellules immunitaires, les lymphocytes T et B, vont passer dans le sang pour rejoindre les organes lymphoïdes secondaires où ils vont être activés. Ces lymphocytes, une fois activés, vont repasser dans le sang ou bien dans la lymphe pour recirculer encore une fois soit dans le sang soit dans la lymphe pour rejoindre les différents tissus et les différents organes où ils vont effectuer leur réponse immunitaire. En fait, cette distribution territoriale des lymphocytes, ça veut dire leur présence soit dans les organes lymphoïdes, soit dans le sang, la lymphe, ou bien au niveau des tissus où ils vont agir, elle dépend de deux facteurs importants. Premièrement, les molécules de reconnaissance et d'interaction, les molécules d'adhésion exprimées sur les cellules immunitaires, sur les lymphocytes T et les lymphocytes B, tels que les sélectines, les intégrines, qu'on va voir plus tard si on aura le temps, et d'autre part des chimiokines qui sont des substances, les chimiokines, les cytokines qui sont des médiateurs du système immunitaire qui vont attirer en quelque sorte tirer ces cellules vers leurs différents sites de séjour, soit des organes lymphoïdes primaires vers les organes lymphoïdes secondaires, soit des organes lymphoïdes secondaires vers la circulation centrale ou bien vers la lymphe pour rejoindre les différents tissus. Cette circulation lymphocytaire est modifiée lors de l'introduction d'un antigène dans l'organisme. Et ceci sous l'effet de certaines cytokines qui agissent sur les cellules endothéliales et via aussi des chimiokines aussi, qui vont aboutir à un afflux de lymphocytes vers les sites inflammatoires. Ça veut dire qu'ils vont attirer les cellules immunitaires vers les sites d'action. Et ce phénomène va permettre
à ces cellules de bien jouer le rôle d'effecteur majeur de la réponse immunitaire spécifique. Donc, avec ce phénomène de recirculation lymphocytaire, la circulation lymphatique et la recirculation lymphocytaire, on termine ce deuxième cours sur les organes lymphoïdes du système immunitaire. Donc, je vous remercie de votre suivi et je vous donne rendez-vous pour le cours prochain.